Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de reportage. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, je ne suis pas à Angers, mais à Saumur, parce qu'on va parler du musée des blindés. Musée des blindés de Saumur qui comporte 800 engins allant de 1917 à nos jours. Et sur ces 800 engins, 200 seraient encore utilisables. Donc on va remonter en quelque sorte l'histoire aujourd'hui. Avec vous le voyez derrière moi, un char Sherman qui a servi pour la France libre au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et avec Jean-Baptiste, on s'était dit, Jean-Baptiste des bunkers de Pignerol, qui est à la caméra et que je salue, on s'était dit que ce serait une bonne idée de venir ici pour un petit peu au nom du devoir de mémoire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aimer mon contenu si il vous plaît. C'est parti, on va partir donc à la visite de ce musée des blindés. Venez avec moi. C'est en cette journée hivernale de décembre que nous arrivons au musée des blindés de Saumur. Un temps sec et froid en ce jour. Ouverte en 1983, placée sous le signe de la conservation et du devoir de mémoire, ce lieu inédit en France, ouvert à tous, nous offre à comprendre l'histoire des blindés présents au sein des armées du monde entier depuis quasiment un siècle. Comme tout est bien organisé et balisé pour les visiteurs, nous entamons la visite au cœur de la Première Guerre mondiale avec une reconstitution de la vie dans les tranchées. Nous sont présentées les premières batteries d'artillerie de la fin du XIXe siècle, également les tenues de poilus, de Tommy et de Boche de la Grande Guerre. Face à vous, voici l'emblématique char Renault FT-17 utilisé dès 1917. C'est le premier char blindé moderne au monde. Chenillé avec un canon de 37 mm. Juste à côté, le char Saint-Chamond, plus lourd et plus imposant que le FT-17, fort de ses 8 tonnes et qui est plus rapide au cours du premier conflit mondial. Par la suite, nous arrivons dans le secteur allemand, nous introduisant la Seconde Guerre mondiale. Nous découvrons les anciens chars anti-aériens du Reich. S'offre à nous le Panzerkampfwagen II déployé par la Wehrmacht entre 1940 et 1942, un modèle transitoire avant la venue de blindés plus sophistiqués comme ce Tigre 1 déployé à partir de 1942 et ayant servi durant la bataille de Normandie en 1944. Malgré les bombardements alliés, il faut savoir que l'Allemagne nazie atteint son apogée en production militaire durant l'année 1944 grâce aux prisonniers de guerre et aux réquisitions. La majeure partie de ces blindés sont le fruit de prises de guerre. D'autres canons anti-chars développés durant l'entre-deux-guerres également s'offrent à nos yeux. Le second conflit mondial se singularise par la violence des combats aériens. En 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, la France était principalement engagée dans une stratégie de défensive. La France avait beaucoup de chars à cette période-là, mais ils étaient très peu utilisés. Et c'est d'ailleurs ce qui a été dénoncé par le général de Gaulle. Et comme vous le voyez, ici je me trouve dans le secteur de la France 1940, une partie du musée consacrée au fameux épisode de la débâcle ainsi que du début de l'occupation allemande. C'est une exclusivité mondiale. Sur place, la plus complète collection de chars blindés français de la Seconde Guerre mondiale. Démonstration avec le char Renault B1, un des plus puissants de l'armée française à l'époque. Lourd et lent à être conçu, bien que craint par les Allemands, il a une autonomie limitée et n'est pas employé dans une stratégie militaire adéquate face à la Blitzkrieg allemande. En mai 1940 pourtant, la France et l'Allemagne sont quasiment dotés du même nombre de chars blindés. À l'opposé, le FCM-36, aux allures contemporains, est plus autonome en carburant que le B1. Plus léger, il est un allié idéal pour compléter les unités au combat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce musée ? Il est plutôt sympa, c'est ce qu'on se disait tous les deux, c'est qu'on est nous spécialisés sur la Seconde Guerre mondiale, donc par des recherches, etc. Moi je suis chercheur pour l'Université de Nantes en histoire contemporaine et je suis spécialisé sur l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'est des véhicules, on a l'habitude de les voir parce que nous on a l'habitude d'être dans ce milieu justement de la collection et du militaire en général, et c'est vrai que c'est des véhicules qu'on voit relativement souvent. Dans cette partie du musée, nombre de journaux, armes de guerre et reconstitutions grandeur nature
nous plonge dans les semaines noires qu'a connues notre pays, amenant au régime de Vichy. Entre mai et juin 1940, face à la déferlante allemande, les combats font près de 100 000 morts côté français. De 1940 à la Libération, il faut dire que les chars alliés ont considérablement évolué en technique. Des chars Matilda ainsi que des mitraillettes Vickers britanniques, que vous voyez ici sur ces images, sont des canons d'environ 40 mm face à parfois des canons allemands plus puissants et dont on sait une technique de guerre éclair bien rodée, comme on a pu le voir au cours de l'histoire. Au milieu de la guerre apparaît le char dit Churchill, du nom du Premier ministre britannique, comme vous le savez, Winston Churchill. Équipé de lance-flammes et de fosses afin de franchir les mottes de terre, celui-ci, eh bien, en quelque sorte, est l'évolution logique des Matilda et des chéniers de Vickers que l'on a vu à l'instant. Ce char Churchill a notamment servi en Afrique du Nord face aux troupes du général Rommel surnommé le renard du désert. Churchill, De Gaulle, Eisenhower ou encore Staline. Tant de visages qui nous replongent dans nos livres d'histoire. Dans cette zone est évoqué le sacrifice des soviétiques et le début de la fin pour le Troisième Reich. Avec ici un souvenir à l'hécatombe de Stalingrad. 2 millions de morts estimés. Après le nazisme, un autre type de totalitarisme s'impose en Europe de l'Est et divise le monde en 2 blocs. C'est le communisme stalinien, c'est la guerre froide. En réponse au pacte de Bagdad des Américains, est signé en 1955 le pacte de Varsovie, une alliance des pays d'Europe de l'Est autour de l'URSS. Ici, une exposition de quelques blindés des pays membres de ce pacte. Après la Seconde Guerre mondiale, maintenant, voici une autre période phare de notre histoire, c'est la guerre froide. Le monde divisé en 2 blocs, de 1945 jusqu'à 1991. Et ici, vous le voyez, un authentique élément du mur de Berlin. Et pour ceux qui me suivent un petit peu, j'avais consacré il y a 2-3 ans maintenant une émission sur le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. À Angers aussi, il y a un morceau authentique de ce mur que donc vous voyez ici quelques images. Cet été, nous vous avions montré dans un autre reportage des images du mémorial de la guerre d'Indochine de Fréjus. Ici, à Saumur, voici d'authentiques véhicules ayant été déployés, notamment au cours de la chute de Saïgon. Une guerre d'Indochine qui a coûté très cher à la France entre 1946 et 1954, 136 milliards d'euros, avec une aide matérielle américaine dans le cadre de la guerre froide, afin de contrer la présence du Viet Minh communiste. Par exemple, ici, l'octroi d'un char amphibie LVT-4 Alligator de 16,5 tonnes, pouvant transporter des véhicules et des soldats. Alors vous êtes un Saumurois de longue date et vous êtes venu aujourd'hui au musée des blindés. Alors vous étiez déjà venu par le passé, et aujourd'hui vous êtes revenu. Alors qu'est-ce que vous en retenez ? J'en retiens que c'est toujours un beau musée où on voit toujours de très beaux modèles. C'est toujours intéressant. Et puis c'est toujours sympathique de revoir d'anciens engins qui ont pu servir dans divers théâtres d'opération. Et puis voilà, c'est une belle expérience. Ça a changé. Et, avant, on voyait peut-être plus de modèles. Vous aimez ça, l'histoire, vous, non ? Oui. Mon grand-père faisait partie d'un régiment blindé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et mon père a suivi derrière, mon frère aussi. Et c'est toujours un plaisir de voir un peu l'évolution des blindés, qu'est-ce qu'ils ont pu en faire. Toujours... Nous approchons progressivement vers nos jours. Jusqu'en septembre, le musée accueille une exposition consacrée aux 30 ans de la guerre du Golfe. Déclenchée en janvier 1991, liée à l'invasion du Koweït par l'Irak quelques mois plus tôt, une guerre en direct dont notre pays a participé aux côtés de 33 autres nations dans le cadre de l'opération Daguet. Sur le site, 3 chars sont présents. Nous rencontrons un grand passionné. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes engagé au sein de l'armée. Oui. Alors vous êtes aussi un grand passionné de chars. Parlez-nous notamment du T-72 qu'on a juste ici. Alors donc le T-72 c'est un char fait par l'Union soviétique. Donc il a été fabriqué dans les années 70
C'est un char qui a été extrêmement exporté dans plusieurs pays, dont le Koweït. Il a participé à la guerre du Golfe. Nos chemins, et cela relève du plus grand des hasards, fait que nous croisons deux anciens vétérans de l'armée française ayant combattu au Proche et Moyen-Orient. Alors moi je suis Jacques Suspeigne, ancien colonel de l'armée française, de l'armée de l'air, voilà, qui a toujours été engagé dans des unités interarmées. Et vous avez du coup combattu durant la guerre du Golfe, c'est ça? Alors entre autres la guerre du Golfe et puis plein d'autres théâtres d'opérations en Afrique et puis dans d'autres lieux aussi. Alors dans ce musée, il y a une prise de guerre dont vous avez été le témoin et qui est aujourd'hui ici présent. Parlez-nous un petit peu de cela. Ben écoutez, je vais laisser aussi la parole à mon camarade qui a participé, au major Kouzigou. Voilà, et là vous avez les prises de guerre que vous avez. Nous voilà, donc le fameux T-72 que vous avez sous la tente, avec le major Kouzigou et moi-même ici, avec une équipe de récupération, pour récupérer ce char qu'on a amené ensuite à Kuwait City. Vous nous revoyez ici. Et voilà, là c'était lors de la reconnaissance, quand il était encore dans le sable. Et on a été aidé on a négocié avec les Américains pour le sortir du sable, l'amener à Kuwait City, et ensuite qu'il était rapatrié par la logistique sur la France pour expertise. Donc je laisse la parole au major Kouzigou. Voilà. Moi je suis le mécanicien de l'équipe, hein. Je suis le binôme de Jacques, hein, avec qui on a partagé 25 ans allez, on va appeler ça une vie commune, puisque on a circulé sur à peu près tous les théâtres ensemble, tous les deux. Voilà. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu de cette guerre du Golfe. Comment vous l'avez vécue, vous deux? Ça a commencé pour nous avec la division d'Aguet, hein, c'est-à-dire sur le théâtre qui partait de l'Arabie Saoudite vers Al Salman. Al Salman, c'était une ancienne base aérienne, donc nous qui sommes aviateurs, c'était un objectif intéressant pour le renseignement. Alors c'est important pour vous, un tel musée comme ça, au nom du devoir de mémoire, non? C'est primordial, c'est extraordinaire. Et là, on peut tirer un grand coup de chapeau à tous ceux qui ont créé ce musée, tous ceux qui l'entretiennent actuellement, qui font des expositions permanentes. C'est vraiment quelque chose d'historique qu'il faudrait que toute la jeunesse vienne voir. C'est non seulement sur le plan souvenir militaire, mais sur le plan technique. Ça montre la force de nos ingénieurs, de nos bureaux d'études, etc., de tout pays. Mais ça montre aussi que l'industrie militaire aussi après des répercussions dans le domaine civil, etc. Et des musées comme ça, la conservation du patrimoine, je crois que c'est quelque chose où il ne faut pas avoir peur d'investir. Alors donc là, on passe sur le char AMX-30, donc char français, hein, un char emblématique de l'armée française. Aujourd'hui, il n'est plus en service. Le char, celui-là, il a été totalement rénové. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été rénovées. Et par exemple, sur ce char-là, on retrouve des pièces qu'on a sur le char Leclerc. Donc par exemple, comme tout simplement le klaxon qui est ici, donc veilleuse infrarouge. Donc lorsque on fait du déplacement en pleine nuit, pour éviter d'être repéré par l'ennemi, on se déplace en infrarouge, donc souvent en colonne de blindés. Et ça sert à nous suivre dans la nuit sans que l'ennemi nous voie. Elle vous vient d'où cette passion pour les chars? C'est depuis tout petit, non? Depuis tout petit, parce que je sais pas, je trouve c'est très imposant, beaucoup de protection et le fait que un véhicule aussi lourd puisse rouler et puis même avoir une telle vitesse, c'est quand même impressionnant. Avant de laisser repartir nos deux anciens militaires, leurs enfants également ont bel et bien reçu le goût de l'histoire. Vous êtes les fils de Michel Kouzigou que je viens d'interroger à l'instant. Alors, vous êtes venus expressément, on va dire, visiter ce musée. Donc, vous passez 2-3 jours ici en Anjou. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce musée? Écoutez, le musée il est dans un état exceptionnel. Très beau bâtiment, des très beaux véhicules.
Et voilà, c'est la première fois qu'on vient voir un musée de ce type. On est venu un peu plus spécialement du coup pour voir le T-72 qui était exposé sur l'opération Daguet. Parce que pour nous ça avait un petit peu un sens de mémoire par rapport à ce qui s'est passé du coup avec notre père et Jacques. Le bâtiment en lui-même et tout ce qu'il y a dedans, c'est fabuleux. Pour vous, c'est important, le devoir de mémoire, l'histoire. C'est quelque chose qu'on vous a transmis, qu'on vous a parlé beaucoup durant votre jeunesse, non? Ouais, c'est quelque chose qu'on nous a transmis et qu'on nous transmet énormément. Je m'intéresse beaucoup à la période de la Seconde Guerre mondiale, donc là c'est vrai que sur ce musée il y a quand même pas mal de pièces exposées. Donc c'est une belle opportunité pour venir ici. Notre visite touche désormais à sa fin. Bien évidemment, cette émission s'est simplement voulu une synthèse de tous les blindés qu'il est possible d'admirer plus longuement. Ouvert tous les jours de 10h à 17h, prévoyez à minima 1h30 à 2h de visite. Les prix d'entrée, 10 € pour un adulte, sont accessibles sur internet. Et on en arrive au terme de cette nouvelle émission de reportage. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez découvert plein de choses sympathiques sur ce musée des blindés à Saumur. Vous avez vu, on a remonté l'histoire de 1917 à nos jours avec ces formidables engins dont je rappelle, sur les 800 présents ici, 200 sont en état de fonctionnement aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo également. Ça me fera toujours plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir.